Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouvel épisode du vlog, enfin des vlogs du Buzzword 2024. On est parti avec l'édition du mois de septembre. Je crois que je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, il y aura un vlog du Buzzword chaque mois, pour lesquels je vais lire 3 livres à chaque fois, à chaque vlog. On est donc parti pour le mois de septembre. La thématique du Buzzword Attend de Kayla, dont je vous remettrai la vidéo de présentation dans la barre d'infos. La thématique pour ce mois de septembre, c'est Senses, donc les sens, les 5 sens. Et alors, attention, ce n'est pas la main, la bouche, l'œil, les oreilles, etc. Il faut qu'il y ait un mot en lien avec le sens et pas la partie du corps. Donc le goût, l'odorat, le toucher, la vue ou l'ouïe. C'était pas forcément évident. Donc, j'en ai quand même sorti 3, 2 dont je suis sûre, le 3e un peu moins sûr qu'il rentre dans cette catégorie, on va dire. Mais bon, l'idée c'est de lire au moins un livre qui colle à la thématique. Donc, si sur les 3, il y en a un qui colle un peu moins, c'est pas très grave. C'est le livre par lequel je vais terminer. Donc, je vous en parlerai plus tard, au moment où j'aurai terminé mon 2e livre, peut-être. Pour l'instant, je vais vous parler du premier que j'ai choisi de lire et que j'ai déjà terminé, puisque nous sommes le 1er septembre. Il est 11h34. Et le premier roman, enfin le premier livre pour ce Buzzword, c'était un manga. Le goût des fraises de Hirono. Le tome 1, c'était trop bien. Je lui ai mis 18 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads. Alors comme d'habitude, je vais essayer de vous reprendre à chaque fois au tiers, donc aux 3 tiers du roman, mais là c'était un manga qui fait 144 pages, donc je voyais pas trop l'intérêt de vous prendre à 3 reprises. Je vous reprends donc après l'avoir terminé. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Sarah et Minori. Sarah, c'est la petite fille d'un exploitant. On dit comme ça. Son grand-père a une exploitation de fraises. Et son grand-père s'est blessé, il s'est cassé la jambe. Donc Sarah décide de lui filer un coup de main et d'aller prendre sa place un petit peu dans l'exploitation, le temps que son grand-père se remette. Sauf que Sarah ne connaît rien aux fraises. Heureusement, Minori, qui est le fils de la propriétaire d'une exploitation voisine, donne déjà un coup de main de base au grand-père de Sarah. Et là, du coup, il va un petit peu la former, lui apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les fraises et la façon dont on les cultive, dont on les récolte, etc. Sarah a 20 ans et Minori en a 33. Il y a donc 13 ans d'écart entre ces deux personnages. C'est pas un élément qui me gêne, étant donné que Sarah est majeure. Donc pour moi, il n'y a absolument aucun souci, même si c'est effectivement une grosse différence d'âge. Et je trouve que l'autrice l'a plutôt bien traité. Donc c'est un shoujo. Donc évidemment, on va avoir une romance entre ces deux personnages. Et alors, ce que j'ai adoré, c'est que c'est très tendre, c'est bourré de douceur et de gourmandise. J'ai envie de manger des fraises là maintenant, particulièrement une glace à la vanille avec de la confiture à la fraise parce que ça a l'air trop bon. Ils m'ont vraiment donné faim. Minori, c'est un peu un grand tendre en fait. C'est un homme qui n'a pas forcément hyper confiance en lui, qui a jamais eu vraiment beaucoup de succès avec les femmes, qui n'est pas non plus un coureur, qui cherche pas spécialement une relation amoureuse, mais voilà, ça n'a jamais été naturel pour lui. Et il craque tout de suite au premier regard quasiment sur Sarah. Et Sarah, elle est un peu intimidée par Minori au début. Elle le trouve très grand, déjà. Un peu distant, froid pas vraiment, mais très mystérieux et pas forcément hyper avenant. Et puis en fin de compte, elle va se rendre compte que c'est quelqu'un qui est très gentil, adorable, et elle va craquer aussi assez vite. Donc à la fin du tome 1, je vous dirai pas où ils en sont, mais on est plutôt sur un slow burn relatif. Il n'y a que 4 tomes dans cette histoire, donc c'est pour ça que je dis que c'est relatif. Parce que au pire, en 4 tomes, ce sera fait, quoi. Comme dit, c'est un shoujo, normalement il ne devrait pas y avoir de gros dramas. J'ai adoré que l'autrice présente des personnages adultes parce qu'on n'a pas le côté ridicule de leurs interrogations réciproques, même si on a le côté touchant, mignon, adorable. Je regrette un tout petit peu la présence d'un 2e personnage masculin dans la vie de Sarah. C'est un ancien camarade d'école
Alors, il n'est pas du tout question de triangle amoureux. Sarah est très claire, elle a aucun intérêt pour ce jeune homme, mais lui est assez insistant. Et du coup, ça m'embête un peu. Et puis, ça instaure aussi une certaine rivalité avec Minori qui, en fait, n'a pas lieu d'être. Puisque, clairement, Sarah n'est pas du tout intéressée par son ancien camarade de classe. Voilà, l'atmosphère est chou. C'est hyper chaleureux alors que ça se passe en janvier, février. C'est assez fou. Et j'aime beaucoup les dessins qui sont plutôt classiques. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais j'ai passé un vraiment très, très chouette moment. Donc, j'ai hâte de lire la suite et de découvrir la fin de cette histoire. Le tome 4 sort en octobre, et comme je l'ai dit, ce sera le dernier volume de la série. Donc je suis vraiment contente de l'avoir lu, et contente de l'avoir autant apprécié. Donc, c'est plutôt cool, je commence bien mon mois de septembre. Je vais laisser ça de côté du coup, et je vais vous parler très rapidement, de ma deuxième lecture pour le Buzzword, puisque vous l'avez déjà vu au moins à 3 voire 4 reprises cette année, peut-être même plus. The Coldest Touch de Isabelle Sterling. Touch, le toucher. Donc ça marche pour le vlog. Ah oui, le goût des fraises. Le goût, c'était bon. Touch pour le toucher. Donc là, on est bon aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est le 3e où j'ai un peu... Pas vraiment triché, mais disons que j'ai pris des libertés, on va dire, avec le 3e livre pour le Buzzword du mois de septembre. Mais c'est pas très grave. Les 2 premiers rentrent dans la catégorie, donc on est bon. The Coldest Touch, donc de Isabelle Sterling. C'est la 3e fois que je le sors cette année, et c'est la 3e fois qu'il se retrouve dans une pile à lire. J'espère que je vais enfin réussir à le terminer. Alors je vais pas le reprendre du début, je l'avais déjà commencé, et j'avais atteint la page 83, le chapitre 10, et je me souviens de ce qui se passe au début. Donc je vais le reprendre à partir de là. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui a la capacité de voir comment les gens vont mourir en les touchant. Malheureusement, elle est incapable d'empêcher ces drames et elle a été incapable de sauver la vie de son frère, qu'elle a vu mourir dans un accident de voiture et qui est effectivement mort dans un accident de voiture. Elle essaye à tout prix de se débarrasser de ce don, sauf qu'à côté de ça, on a une autre jeune femme qui, elle... Donc ça, c'est Élise. Et on a Claire. Claire qui est un vampire. Et Claire débarque dans la vie d'Élise parce que la dernière personne, la dernière créature fantastique à avoir eu cette capacité de voir un petit peu l'avenir, a disparu, est décédée, est partie, je ne sais plus, et ils ont besoin d'une nouvelle personne pour la remplacer, et en l'occurrence, Élise est la seule qui puisse la remplacer, puisqu'il n'y en a qu'une toutes les générations, une à la fois, une voyante. Et du coup, Claire entre dans la vie d'Élise pour essayer de la convaincre de rejoindre les rangs des créatures fantastiques pour leur filer un coup de main. Sauf que Claire veut absolument se débarrasser Élise veut absolument se débarrasser de son don, parce que pour elle, c'est le pire qui pouvait arriver dans sa vie, c'est vraiment l'enfer. Voilà, donc en fait, elle voit systématiquement à chaque fois que quelqu'un la touche, elle voit comment cette personne va mourir. Que ce soit de vieillesse ou dans un accident, ou peu importe, hein, elle voit systématiquement la façon dont la personne va mourir. Donc c'est assez horrible, elle ne peut pas avoir de contact. Elle évite tout contact avec les autres, et quand elle en a un, c'est... Non seulement elle voit comment la personne va mourir, mais en plus, il me semble qu'elle ressent la façon dont la personne meurt. Donc, genre, si la personne se noie, elle est en train de se noyer. Enfin, elle a l'impression d'être en train de se noyer. Donc, c'est assez horrible. C'est même particulièrement atroce. Voilà, donc, j'en suis... de toute façon, comme dit, je vous reprendrai au tiers pour vous dire exactement où j'en suis. Du coup, je ne vais pas forcément vous dire maintenant, là, ce qui s'est passé dans la première partie de l'histoire, puisque je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai atteint le premier tiers, qui devrait... arrivé normalement dans pas trop longtemps, 375 pages, donc ça fait 122 à peu près, et je suis à la page 83, donc j'ai déjà lu plus de la moitié du premier tiers. Je vous reprendrai dès que j'aurai atteint les 33% de ma lecture, en espérant que cette histoire me plaise tout autant que la précédente. J'ai atteint le tiers de The Coldest Touch, je suis à la page 132, chapitre 15. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas repris du début, puisque je me souvenais ce qui se passait
au début de cette histoire, donc j'avais pas besoin de le recommencer à zéro. Par contre, une chose que j'avais oubliée et qui m'est vite revenue en mémoire à la lecture du texte et du style de l'autrice, c'est que j'avais été dérangée par le fait que quand elle présente un nouveau personnage, elle se sent obligée de nommer sa couleur de peau. Elle dit black girl, black boy, white woman, etc. Ça me dérange dans le sens où, pourquoi? Tu te sens obligé de dire qu'ils sont blancs ou noirs, ou hispaniques, ou ce que tu veux. Est-ce que tu peux pas trouver un moyen moins direct de nous le dire, plutôt que de nous le dire, nous le montrer, en fait? Et puis, surtout, j'ai pas compris, mais quand elle parle de white people, elle écrit white normalement. Par contre, quand elle parle de black people, elle met une majuscule à black. Du coup, c'est un peu étrange, je trouve, et ça fait vraiment la nana qui a voulu intégrer toutes les cultures et toutes les origines possibles dans son histoire. Et en fait, je m'en suis souvenue parce qu'il me semble qu'au début, quand elle présente la meilleure amie de Élise, je crois qu'elle insiste sur le fait qu'elle est d'origine asiatique. Alors là, je vais sûrement pas le retrouver, mais si, a petite Korean American girl. Oui, ok. Ben, comme dit, elle pouvait très bien présenter ses personnages autrement, et puis c'est pas le plus important, en fait. Bon, bref. Je trouve que c'est un peu exagéré. C'est pas... Voilà, c'est trop. Mais bon, c'est comme ça. À part ça, l'histoire me plaît, toujours. Je suis arrivée à un point où Claire a avoué, je suis au tiers, hein, donc je vous spoil pas vraiment grand-chose, Claire a avoué à Élise qu'elle est un vampire. En même temps, elles sont censées collaborer puisque Claire essaye de former Élise à son don d'oracle de la mort, c'est comme ça que ça se dit, pour que Élise puisse l'utiliser et retrouver une vie à peu près normale, en tout cas pour l'instant, parce que clairement, Claire n'a pas tout dévoilé à Élise. Et là, on arrive à un point où Élise a été approchée par une autre personne, une autre créature fantastique, qui va commencer à essayer de lui retourner un peu le cerveau et qui lui a confié le journal du précédent oracle pour tenter de lui faire comprendre que, en fait, l'organisation pour laquelle Claire travaille et essaye d'enrôler Élise n'est pas si sympathique et bienveillante que ça. Donc j'en suis là. On a toujours ce côté romantique en arrière-plan puisque Claire est très très attirée par Élise. Pour l'instant, du côté d'Élise, on n'a pas vraiment de signe qu'elle est attirée par Claire. Et voilà, j'en suis là. Donc je vais continuer ma lecture. Je vous reprendrai quand j'aurai atteint la deuxième partie, enfin le deuxième tiers. Et pour l'instant, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Comme dit, j'apprécie ma lecture, mais pour l'instant, c'est plutôt une lecture moyenne. C'est sympa, sans plus. Je suis pas sûre que ça va être une lecture vraiment mémorable. Il est midi, bon appétit. On est dimanche le 10. Non, pas le 10, n'importe quoi. On est le 8. On est le 8 septembre. J'ai atteint la deuxième partie, enfin le deuxième tiers de The Coldest Touch de Isabelle Sterling. Je suis page 250, chapitre 28. Les chapitres sont très courts, c'est pour ça que je suis déjà au chapitre 28. Enfin, très courts, sont courts. Pas très courts, sont courts. Donc, heureusement, ça va vite. Je pense que c'est vraiment le point positif de ce bouquin, c'est qu'une fois que je suis dedans, je réussis à m'immerger dans l'ambiance et à avancer relativement aisément, malgré l'anglais. Je suis pas hyper emballée par l'histoire, par les personnages. Le style de l'autrice me convient malgré les petites choses qui me gênaient et dont je vous ai déjà parlé concernant son insistance à propos de l'origine ethnique des personnes
de ces personnages, et puis de leur âge et de leur morphologie. Il y a même un personnage qu'elle qualifie de ancient, qui est pas du tout flatteur. Même si c'est une personne âgée, bah, tu peux dire que c'est une personne âgée, mais tu dis pas qu'elle est antique. Donc, c'est pas très sympa. Bref, ouais, je trouve qu'il y a un traitement des personnages qui est pas très cool et qui est un peu too much. Mais, à part ça, au niveau de l'histoire, alors il y a un événement que j'ai vu arriver, alors pas dès le départ, je pouvais pas le savoir, mais il y a un élément qui est censé être un élément de surprise qui l'est, mais qui en fait l'est pas vraiment, puisque l'autrice nous donne un petit avant-goût de ce qui va arriver quelques chapitres avant. Donc là, j'arrive au moment où on découvre enfin ce qui se passe. Le pitch, c'est que l'héroïne va découvrir un jour qu'un de ses professeurs va mourir, et elle essaye d'empêcher que ça arrive. Je vais pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler, je suis à bien plus de la moitié du bouquin, donc voilà. Mais il y a d'autres événements qui vont découler de cet événement-là. Et je suis arrivée à un point où on découvre enfin qui, comment, pourquoi. Je suis pas hyper impressionnée. Je trouve que c'est assez évident. Alors, et puis je trouve que ça manque de logique dans le fait que tout est facile et que l'héroïne réussit à obtenir un petit peu ce qu'elle veut. Je trouve que Claire, donc le vampire, et Élise, donc l'humaine, hein, donc je trouve que Claire se laisse trop marcher sur les pieds. J'espère qu'avec ce qui vient d'arriver, ça va un peu changer. Et je trouve que Élise est beaucoup trop autoritaire et a beaucoup trop de latitude, ne serait-ce que par rapport à ses parents qui sont complètement... pas vraiment complètement, mais qui sont très démissionnaires. Voilà, je suis pas fan. À mon avis, on va être sur un 3, peut-être même 2,5 étoiles sur Goodreads. C'est pas un bouquin que j'apprécie spécialement. J'ai hésité à l'abandonner, mais la raison pour laquelle je continue, c'est parce que j'ai pensé à l'abandonner pendant que je lisais le premier tome du clan Bennett de TJ Klune, et en fait c'est la comparaison entre les deux histoires qui clairement n'a rien à voir. Le clan Bennett, j'avais envie d'y aller, j'ai dévoré 350 pages en une journée. Celui-là, j'avais pas envie de le reprendre parce que j'étais à fond dans l'autre, donc je me dis, il souffre aussi de la comparaison. J'essaie de rester quand même objective, et tout ce que je vous dis sur ce titre, c'est ce que je ressens vraiment. Donc je vais essayer de le continuer, de le terminer, parce que c'est la 3e fois qu'il se retrouve dans une pile à lire cette année. Donc je vais quand même tenter de le finir. Surtout que, voilà, comme dit, hein, il me reste 250 et je suis censée aller jusqu'à 375. Donc il me reste 125 pages. Je vais le finir peut-être aujourd'hui. Ce serait cool parce que ça voudrait dire que je peux enchaîner avec mes autres lectures, notamment celle pour le Magical Readathon, et aussi sur ma 3e lecture pour le Buzzword, parce que c'est le vlog que vous verrez. Donc on est dimanche, donc pas ce jeudi, mais le jeudi d'après. Et puis j'ai un peu peur aussi de ma 3e lecture. Voilà, mais je vous en reparlerai au moment où on y arrivera. Donc, je vous laisse pour l'instant. Comme dit, je vais tenter de le finir là, aujourd'hui, ou peut-être demain. Et puis je vous reprendrai avec mon avis final. On est toujours le 8. Il est... J'ai mon téléphone dans les mains, donc je ne sais pas, 19h passées, c'est sûr. Je viens de finir The Coldest Touch de Elizabeth Sterling. Je suis contente, j'ai réussi à le terminer aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Et puis je suis soulagée parce que au moins ça, c'est fait. Comme dit, c'était la 3e fois consécutive, non pas consécutive, mais c'était la 3e fois cette année que je le mettais dans une pile à lire. Et j'ai pas grand chose de plus à vous dire que ce que je vous ai déjà dit sur cette histoire. On est sur une fin... ouverte, oui et non. Vous savez que c'est pas le genre de fin que je préfère. Tout n'est pas résolu. Ça manque énormément de crédibilité en fait. Je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Je trouve qu'il y a un vrai manque de logique. Tout est trop facile dans cette histoire. C'est impossible. Alors, c'est du fantastique. Donc, quoi qu'il en soit, c'est impossible. On est sur une histoire avec des vampires, des sorcières,
même si on n'en croise pas. D'ailleurs, on nous parle d'autres créatures fantastiques, mais à part les vampires, on voit aucune autre créature fantastique, si, à part l'oracle de la mort qui est l'héroïne Élise. Ça manque de richesse, je trouve, et ça manque de complexité. C'est dommage. La relation qui va naître entre les deux héroïnes, me semble pas non plus, faute d'un autre mot, je vais redire le mot crédible, je n'arrive pas à trouver de synonyme, même si je suis certaine qu'il en existe d'autres. Voilà, je suis déçue, c'est pas... Enfin, déçue, non pas vraiment, parce que j'en attendais pas grand-chose. C'était un livre bonus dans une Fairyloot il y a longtemps, parce qu'il est sorti en 2021, donc ça doit dater à peu près de cette époque-là. Mais bon, au moins, ça me permet de passer enfin à autre chose. Je lui ai mis 11 sur Livre Addict et 3 étoiles et demie sur Goodreads. Voilà, ça, c'est fait. Comme dit, c'était pas la meilleure lecture de ce vlog. Clairement, ma première lecture, c'était un manga, mais elle était bien meilleure que celle-ci. Je passe, du coup... Alors, je vais attendre un petit peu avant de lire ma prochaine lecture, parce que c'est une lecture que je vais faire en audio. Et je suis en train de lire Le Chant du Corbeau, le tome 2 du clan Bennett de TJ Klune, pour mon vlog de série que vous verrez en octobre. Et je le lis en audio. Je n'ai pas envie d'avoir 2 livres audio en même temps, donc je vais d'abord finir le tome 2 du clan Bennett. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de le finir aujourd'hui, parce que je suis pas très loin, je suis qu'aux alentours de la page 100. Donc je le finirai probablement demain. Et quand je l'aurai fini, je vais pouvoir commencer mon 3e livre pour ce Buzzword. Alors je vous l'ai dit, je ne suis pas hyper convaincue par le fait qu'il rentre dans la catégorie Senses, donc les sens de Kayla. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai revérifié la vidéo de Kayla pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Et en fait, les mots œil, yeux, bouche, oreille comptent dans cette catégorie. Alors, c'est pas un de ces mots-là que j'ai sorti. Le roman que je vais lire, j'ai un vrai doute sur le fait que je vais l'aimer ou pas, parce que je trouve que le pitch est très similaire à un autre roman que j'ai adoré. Mais du coup, je me dis, je vais peut-être pas pouvoir m'empêcher de les comparer, et j'ai peur d'aimer un peu moins, peut-être même beaucoup moins, celui-ci. Fin du suspense, même si vous l'avez déjà vu dans la miniature, ou pas, si vous l'avez deviné, ou dans la barre d'infos avec le titre. Je vais lire pour cette 3e étape de ce vlog In My Dreams I Hold a Knife de, je crois que c'est Winstead, Ashley peut-être, Winstead, quelque chose comme ça. Donc hold, tenir, c'est une action qui se fait avec les mains par le toucher. Je tiens un couteau dans mes rêves, je le sens, je le touche. Voilà, donc je vous l'ai dit, c'est un peu bancal comme explication, mais c'était le plus proche que j'avais dans ma pile à lire audio, du coup, parce qu'à l'époque, je cherchais pas les mots yeux, bouche, oreille, etc. Parce que sinon, j'ai des livres dans ma pile à lire physique avec le mot yeux dedans, mais j'avais pas envie de lire ça, et j'avais programmé depuis longtemps que je tenterais de lire In My Dreams I Hold a Knife. Donc on est parti avec ce roman. C'est un thriller. Alors je vous en redirai plus quand j'aurai atteint le premier tiers, mais si je me souviens bien, c'est un thriller un peu Dark Academia peut-être. Et en fait le roman auquel il m'a fait penser, c'est If You Were Villains de M.L. Rio, que j'ai adoré, inspiré par l'univers de Shakespeare. Et bien là, on va être aussi sur une histoire de décès à l'université il y a plusieurs années, et puis un personnage qui va tenter de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui est exactement mot pour mot le pitch de If We Were Villains. Donc, on va voir ce que ça donne. Je me souviens plus trop les avis que j'ai. Je sais que j'ai entendu plusieurs avis, mais j'arrive plus à me souvenir si c'était des bons avis ou des avis mitigés. On verra. On change du coup de genre, de registre, encore une fois pour ce vlog, un petit peu de diversité dans cette vidéo. Et je vous reprendrai du coup quand j'aurai atteint le premier tiers. Yo, je vous reprends, on est samedi le 14 septembre.
Et j'ai atteint il y a les 33% de In My Dreams I Hold a Knife il y a un petit moment, je suis à 44%. Sauf que j'ai pas fait gaffe, je vous reprends que maintenant, parce que je l'écoute en allant bosser et en revenant du boulot dans la voiture. Et ces derniers jours ont été extrêmement chargés. Pour moi, je suis épuisée, je pense que ça se voit. Et c'est pas fini. Donc voilà, j'écoute mon bouquin, mais je fais pas grand chose d'autre. Je ne fais rien d'autre, je ne lis rien d'autre tant que j'ai pas fini celui-là. Parce que je dois absolument vous sortir cette vidéo jeudi prochain. Donc j'essaie de me concentrer au maximum dessus. Alors je suis contente parce que je l'apprécie plus que ce que j'avais anticipé. On est sur un thriller qui se déroule sur plusieurs temporalités. On a de nos jours, et puis on a 10 ans plus tôt, voire parfois un poil plutôt genre 11 ans, 12 ans. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'héroïne reçoit le courrier de réunion des anciens élèves de la fac. Donc de la promotion d'il y a 10 ans. Et en fait, il y a 10 ans, ils étaient un groupe de 7, 4 garçons et 3 filles, et une des 3 filles a été assassinée. Un des garçons a été accusé de l'avoir tué, jamais reconnu coupable, donc il n'a jamais fait de prison ou quoi. Il n'y avait vraisemblablement pas assez de preuves, ou en tout cas les preuves n'étaient pas suffisamment concluantes pour l'accuser, enfin le reconnaître coupable. Donc ce meurtre n'a jamais été puni. Il s'agit clairement d'un meurtre puisque on apprend un petit peu plus tard, je vais pas vous lire pour pas vous spoiler, mais on apprend un peu plus tard la façon dont elle est décédée, donc c'est effectivement un meurtre. Et ils se retrouvent donc tous, à part celui qui a été accusé du crime, qui ne va pas à la réunion, mais ils se retrouvent du coup les 5 qui restent à la réunion des anciens élèves. Et en fait, à cette réunion, il y a le frère de la nana qui est décédée, qui décide de révéler ce qu'il a appris, parce que depuis 10 ans, comme les enquêteurs ont abandonné les charges et l'enquête sur la mort de sa sœur, il a décidé de reprendre le flambeau et de mener l'enquête lui-même. Donc il a découvert des choses que les enquêteurs ne connaissaient pas, il a fait des liens, il a recueilli des témoignages, et il sait que c'est l'une des 5 personnes présentes qui a tué sa sœur. Est-ce qu'il sait exactement qui ? Je ne sais pas encore. Moi-même, j'ai des suspicions, mais plus on avance dans l'histoire, moins j'en suis sûre. Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est bien écrit. Et j'apprécie... La partie que je préfère, c'est la partie de nos jours. Mais j'apprécie aussi les passages d'il y a 10 ans, ou 11 ans, ou 12 ans, parce qu'on ne se contente pas de revenir juste 10 ans en arrière. De temps en temps, on se retrouve à leur première année de fac, puis à leur 3e année de fac, puis à leur 2e année de fac, puis on revient à la 3e, puis on passe à la première année de fac. Donc tout est un peu mélangé comme ça. Alors c'est très clair, hein, c'est à chaque fois précisé où et quand on se trouve. Et du coup, ça rythme un petit peu, je trouve, le récit. Donc je suis contente de l'apprécier plus que ce que j'anticipais, parce que vraiment, j'avais très peur de ne pas l'aimer, parce que ça allait trop ressembler à If We Were Villains. Et en fait, ça va. Le pitch est très similaire, mais en fait, voilà, il y a quand même une grosse différence. Donc, je pense que c'est pas le bouquin du siècle, mais en même temps, j'ai les circonstances de mon environnement actuel font que c'est compliqué. Donc, je pense que peut-être si j'avais été dans un meilleur mood, un moment où j'avais plus le temps de le lire, de prendre vraiment le temps, peut-être que je l'aurais encore plus apprécié. Là, voilà, ça va. Je vais essayer de vous reprendre à peu près aux alentours des 66%. Et puis, donc là, je suis arrivée au passage où le frère les a tous confrontés en leur disant « Je connais tous vos secrets », voilà. Donc il y en a déjà 2 qui ont révélé les secrets que les autres, ou en tout cas une partie des autres, ne connaissaient pas. Donc c'est aussi un petit peu intéressant sur ce côté-là. Et voilà, je n'aime pas l'héroïne, par contre. Je la trouve antipathique. C'est le genre de personne qui a absolument besoin de l'attention des autres et absolument besoin qu'on la voie, que les autres lui disent qu'elle est fantastique et formidable, mais pas
Je sais pas si vous voyez la différence, mais pas dans le sens de la nana qui va elle-même se mettre en avant en mode je suis phénoménale, je suis la meilleure, et puis de toute façon, voilà. Non, il faut vraiment que ça vienne des autres. Donc elle va faire tout ce qu'elle peut pour que les autres se rendent compte qu'elle est la meilleure. En tout cas, elle va essayer, mais ce sera jamais assez, en fait. Elle ne sera jamais assez, elle est souvent invisible. C'est la copine du groupe des sept à l'époque, c'est celle qui était la plus insignifiante, entre guillemets. C'est pas très gentil de dire ça, mais c'est le cas. Et elle va passer les 10 années qui vont suivre à tenter de ne plus être insignifiante. Et j'aime pas du tout cette mentalité. Sans parler du fait que quand on est dans les flashbacks, il se passe quelque chose sur les années de fac qui me la rendent encore moins sympathique. Je vais pas vous dire quoi pour pas vous spoiler, mais voilà. C'est un élément de narration que je déteste. Donc bon. On va voir comment ça évolue, et puis on verra le dénouement, mais ça c'est pour un peu plus tard. Je vais réussir à le finir avant jeudi, c'est sûr. Là, demain je vais être assez occupée, mais je pense que lundi je pourrais essayer de carburer, et je pourrais peut-être même le finir lundi, comme ça je pourrais vous monter ce vlog. En tout cas, pour l'instant, je vous laisse. Je vais aller dormir, je vais essayer, et puis je vous retrouve probablement lundi du coup, pour la suite, et peut-être la fin, on verra, de ce vlog. Yo, il est temps de clôturer ce vlog. Oui, je sais, normalement vous auriez dû avoir un autre petit morceau avant la fin, mais voilà ce qui s'est passé. Quand je vous ai repris la dernière fois, j'avais déjà dépassé les 33% de In My Dreams I Hold a Knife de Ashley Winstead, parce que je le lis en audio et j'avais pas fait attention que j'étais arrivée un petit peu plus loin que prévu. Je crois que j'étais à 44% au lieu des 33%. Je vous ai déjà dit un petit peu ce que j'en pensais. J'avais prévu de vous reprendre aux 66%, puis à la fin de ma lecture. Seulement, on est lundi, le 16 septembre. Vous allez voir cette vidéo jeudi. Et j'ai eu un week-end extrêmement chargé. J'étais épuisée hier, à tel point que je pense que j'ai dû me coucher à 20 h et m'endormir quasiment tout de suite. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi j'ai eu un week-end particulièrement chargé, mais j'ai eu un week-end où je n'ai pas pu me reposer. Beaucoup de stress, beaucoup de manutention, j'ai déplacé pas mal de choses, donc j'étais fatiguée physiquement, psychologiquement et socialement. J'ai vu énormément de monde, donc j'étais épuisée. À 20 h hier, j'ai complètement shut down, il n'y avait plus personne. Et puis 3 heures plus tard environ, à peu près je pense, je me suis réveillée et j'ai été prise d'insomnie. Je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrive. Jusqu'à approximativement 4 h du matin. Alors ça aurait peut-être duré plus longtemps si je n'avais pas trouvé une solution à cette insomnie. Mais étant donné que ça faisait déjà une bonne demi-heure, voire 1 heure que je tournais en rond dans mon lit sans réussir à trouver le sommeil, je me suis dit que après tout, tant qu'à faire, autant continuer mon bouquin. Donc j'ai sorti mon casque. Je vous rappelle que j'écoutais la version audio de ce thriller. Et j'ai terminé In My Dreams I Hold a Knife à 4 h du matin, cette nuit. Donc je vous ai effectivement pas repris à 66%. Je n'ai même pas vu passer les 66%. Donc j'ai fini ce roman et donc on va clôturer ce vlog avec mon avis sur ce titre. Je lui ai finalement mis 16 sur Livre Addict et 4 étoiles et demie sur Goodreads. Je l'ai beaucoup aimé et je suis contente parce que comme je vous l'ai dit, j'avais très peur qu'il ne tienne pas la comparaison avec If We Were Villains de M.L. Rio que j'avais adoré. On est sur un thriller, on est sur un groupe d'amis donc qui reviennent 10 ans plus tard à la réunion des anciens élèves. Ça, il me semble que je vous l'ai déjà dit. Et je suis contente parce que même si mon avis n'a pas changé sur l'héroïne, que je n'ai pas aimé vraiment, son comportement ne m'a pas plu du tout, je ne l'ai vraiment pas aimé, eh bien j'ai été surprise par la tournure des événements, par la révélation, le ou la coupable n'était pas la personne à laquelle je pensais. Donc c'est plutôt une bonne chose, je suis contente. Le personnage que j'apprécie le plus, ça se termine plutôt bien
pour ce personnage, donc je suis ravie. L'histoire se conclut de manière plutôt logique et voilà, j'ai pas relevé énormément de soucis. Il y en a quand même un qui m'embête, c'est qu'il y a 10 ans, donc à l'époque où leur ami s'est fait assassiner, la police a donc mené l'enquête, un de leur groupe a été accusé, il n'a jamais été prouvé coupable, donc il n'est jamais allé en prison ni quoi que ce soit, les preuves, il n'y avait pas assez de preuves pour l'inculper, même si tout le monde était persuadé que c'était lui. Et la police a abandonné l'enquête, le meurtre de cette personne n'a jamais été résolu. Et donc 10 ans plus tard, ils sont confrontés à une personne qui va les accuser, qui va dire que c'est forcément l'un d'entre eux qui a tué leur camarade à l'époque. Et on a un enchaînement de preuves et d'éléments qui sont révélés. Pas uniquement parce que chacun d'entre eux révèle au fur et à mesure leur secret, mais aussi parce que cette personne qui les confronte, elle a réussi à récolter des indices dans le courant des 10 dernières années. Et je trouve ça un peu gros. Je trouve que ça manque de crédibilité, que les policiers de l'époque n'aient pas réussi à découvrir ces indices, surtout qu'il y en a qui sont énormes. Enfin, notamment un en particulier. Alors, ça se déroule en 2019, donc le meurtre a eu lieu en 2009. Clairement, les analyses ADN existaient déjà, et même si au fur et à mesure où les années passent, on est de plus en plus à la pointe de la technologie, etc., à mon avis, en 2009, une analyse de sang toute simple pour découvrir l'ADN et rechercher le coupable, c'était pas très compliqué. Et je pense qu'il y a eu alors tout simplement un laisser-aller, mais c'est jamais adressé dans l'histoire. Et je pense que c'est juste l'autrice qui n'avait pas envie de se compliquer la tâche. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Il y a quand même une des élèves de la fac qui a été assassinée, clairement, hein, je vous l'ai déjà dit, sans trop vous en révéler. Ça ne peut pas être un accident, ça ne peut pas être un suicide. On sait qu'elle a été assassinée, c'est évident. Et l'enquête n'est jamais allée au bout, malgré plusieurs éléments qui ne collaient pas, et malgré notamment ce fameux indice-là, qui aurait permis de retracer au moins une partie de la soirée. Et dont on apprend les tenants et les aboutissants que là, 10 ans plus tard. Voilà, donc ça me paraît vraiment peu crédible. Mais à part ça, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. J'ai beaucoup aimé les différences de temporalité, surtout que, comme je vous l'ai déjà dit, on navigue pas forcément de manière linéaire entre le passé et le présent. Quand on est dans le passé, parfois on se retrouve à leur première année de fac, puis leur troisième, puis leur deuxième, puis de nouveau leur troisième, puis leur première. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça permet de mettre un petit peu un rythme différent à l'histoire et de comprendre de manière pas linéaire justement les relations et l'évolution des relations entre chacun de ces personnages. Donc c'est un groupe de 7 amis à la fac. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le conseille si vous aimez les thrillers. C'était très très chouette. Alors je suis pas sûre, je pense pas que je le relirai parce que le principe du thriller, une fois que vous connaissez le fin mot de l'histoire, il n'y a plus forcément de surprise ou de suspense, mais je l'ai trouvé vraiment bien écrit et peut-être que je lirai d'autres livres de cette autrice. Du coup, petit récap, si je ne dis pas de bêtises, dans ce vlog du Buzzword, parce que j'ai plus les chiffres sous les yeux évidemment, dans ce vlog du Buzzword, pour le mois de septembre, la thématique c'était senses, donc les sens. J'ai lu en premier un manga qui s'appelle Le goût des fraises, je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu, j'ai enfin terminé The Coldest Touch, que j'avais commencé il y a plusieurs mois et qui était dans ma pile à lire depuis très longtemps, donc The Coldest Touch pour les sens. Et je lui ai mis 3 étoiles. Sur Goodreads, j'étais un peu déçue. C'était assez moyen comme lecture. Et puis j'ai terminé du coup cette nuit In My Dreams I Hold a Knife, auquel j'ai mis 4 étoiles sur Goodreads. C'était une agréable surprise. Je vous laisse du coup. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et rendez-vous au mois d'octobre pour le prochain vlog du Buzzword. Ciao!